Créa École souhaite et est un acteur du bien vieillir, et ça nous invite et ça nous oblige à offrir à nos aînés et à leurs aidants des perspectives, je dirais, enthousiasmantes. Et ces perspectives doivent absolument intégrer la dimension habitat. C'est un élément fondamental pour le quotidien de nos clients seniors. Et c'est aussi pour ça que le Crédit Agricole est un acteur de proximité légitime attendu, puisque la dimension habitat, c'est aussi le cœur de notre métier. Donc, on a évoqué le concept du parcours résidentiel senior, le PRS, qui est là pour promouvoir aussi une diversité de solutions de logement. On parle d'habitat inclusif, intergénérationnel, partagé, mais cet après-midi, on va parler entre autres du format de la colocation. Et ce que je vous propose, Thierry, Simon, c'est peut-être avant de faire plus ample connaissance de la solution AGV dont vous êtes les fondateurs, comment les entrepreneurs, je dirais, sociétaux que vous êtes, considèrent-ils cette approche PRS, parcours résidentiel senior? Est-ce que ça fait sens chez vous? Quel écho ça a au sein de AGV? Vous m'entendez bien, Emmanuel? Bonjour. On vous entend bien, oui, tout à fait. Bonjour. Oui, je crois que ce qui fait sens, c'est de se mettre en fait à la place des gens et de se dire qu'il y a un peu de vision. Il y a notre responsabilité à nous, les décideurs, à notamment les décideurs institutionnels, les communes et les grands acteurs comme le Crédit Agricole, avec la nécessité de pouvoir mettre à la disposition des gens le plus possible de solutions, j'ai envie de dire, pour répondre à la diversité des attentes. Et on sait que cette diversité, elle s'exprime déjà et qu'elle va se renforcer dans le futur. Et puis aussi se mettre à la place de la personne vieillissante, notamment des gens très âgés, en comprenant bien que dans l'esprit de chacun d'entre nous en tant qu'individu, on n'est pas tellement dans une idée de suivre un parcours, on est plutôt dans l'idée inverse qui consiste à dire j'ai envie du maximum de stabilité possible. C'est-à-dire que ce que nous demandent, me semble-t-il, les personnes âgées d'aujourd'hui et encore plus de demain, c'est des solutions adaptées qui permettront d'accueillir le vieillissement et peut-être même la perte d'autonomie avec une idée toute simple qui est j'ai envie de rester le plus possible là où j'ai toujours vécu. Donc une demande de stabilité, et pour offrir cette stabilité, il faut une diversité des réponses. Très bien, merci. Alors peut-être que maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. On trépigne tous de savoir qu'est-ce que c'est ce concept AGV, quand et comment il est né, le concept, et puis en quoi finalement ce concept de colocation entre personnes âgées est différenciant. Eh bien, bonjour à tous. AGV, donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, est né à Besançon, en Franche-Comté, en 2006. On a créé donc la société en 2006, avec donc une première maison qui a ouvert en 2008, tout à côté de Besançon, sur une idée assez simple, c'est de trouver un accompagnement différent de ce qui pouvait exister aujourd'hui pour les personnes âgées dépendantes. C'est-à-dire que la dépendance, on connaît la dépendance aujourd'hui, en tout cas la prise en charge de la dépendance aujourd'hui, avec deux modèles phares, j'allais dire, le domicile, avec toutes les associations de domicile qui interviennent au domicile des personnes âgées, et puis à l'autre extrémité, on a, j'allais dire, les EHPAD comme on les connaît aujourd'hui. Nous, si vous voulez, on a pensé l'accompagnement différemment en se disant, voilà, on voudrait le domicile parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on a tous envie de rester le plus longtemps possible à son domicile. On aime, enfin, et d'ailleurs, la plupart des personnes âgées décèdent à domicile, donc on souhaite privilégier le domicile. Mais par contre, lorsque la dépendance devient trop forte, le domicile n'est pas forcément adapté, ou en tout cas, le coût de prise en charge d'une dépendance forte, c'est-à-dire qui demanderait une présence 24/24, 7 jours sur 7, augmenterait très fortement les coûts. Donc l'idée, c'était quand même de rester dans le cadre d'un domicile, mais par contre d'avoir un niveau de prise en charge du service équivalent à ce qu'on peut voir aujourd'hui en EHPAD. Donc l'idée est venue comme ça, en disant, bon, alors il faut qu'on soit proche du domicile. Donc pour être à domicile, il faut qu'on ait 3 salariés, 24/24, 7 jours sur 7, en 3/8, j'allais dire, pour accompagner la personne âgée. Par contre, pour une personne seule à son domicile, ça coûte beaucoup trop cher, hein, puisqu'une une personne qui serait seule à son domicile à prendre en charge ses services, ça lui coûterait entre 8 et 9 000 euros par mois, donc c'est, j'allais dire, inaccessible. Donc l'idée, c'est de dire combien faudrait de personnes âgées autour du même domicile pour pouvoir prendre en charge ce coût. Et on a fait donc, j'allais dire, sur le papier les calculs, et on est arrivé au nombre de 8 personnes âgées. C'est-à-dire qu'avec 8 personnes âgées dans le même domicile, le coût pour une personne âgée serait abordable, puisqu'aujourd'hui, une maison AGI, tout compris, hein, c'est-à-dire le logement, les charges, la nourriture, la prise en charge des services, ça reste à charge pour la personne âgée entre 1 500 et 1 600 euros par mois. Donc, ce qui reste encore une solution chère, mais vu le niveau de service, c'est ce qu'il y a de moins cher aujourd'hui par rapport aux services qu'on peut apporter.
Donc voilà comment est né, j'allais dire, le concept des maisons AGV. Donc la première maison qu'on a ouverte, c'était donc en 2008, qui était à l'époque ce qu'on appelle une maison simple, c'est-à-dire que c'était sur le même site qu'une seule maison avec 8 personnes âgées et donc 3 salariés. Et puis, on a donc développé, amélioré. Alors, le concept a très peu évolué dans le temps, puisqu'aujourd'hui, la maison AGV de Topon est très peu différente, j'allais dire, de la maison AGV de Montfaucon, si ce n'est que un projet AGV aujourd'hui, c'est un projet double, c'est-à-dire que c'est sur le même site, 2 maisons AGV, donc 2 fois 8 personnes âgées, et donc 6 salariés qui vont travailler sur le même site. Donc voilà un petit peu l'essence, j'allais dire, notre envie et le départ, j'allais dire, du modèle des maisons AGV. Depuis donc un certain nombre de maisons, alors essentiellement en Bourgogne-Franche-Comté, ont vu le jour, puisque jusqu'à fin 2018, on avait 35 sites qui étaient ouverts en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis donc depuis 2018, ben, comme vous disiez très justement, c'est la conquête de l'Ouest. Donc depuis 2018, en fait, on rencontre de nombreux départements partout en France pour proposer la solution AGV. Ok, donc on a bien compris que les maisons AGV étaient plutôt destinées à des personnes âgées, donc en perte d'autonomie. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire peut-être un peu plus sur le profil de vos colocataires, peut-être l'âge moyen, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en arrivant dans les maisons AGV qu'ils ne trouvaient pas ailleurs? Voilà. À qui vraiment est destiné ce type de logement, ou en tout cas, aujourd'hui, vos colocataires, c'est quoi à peu près leur profil type? Je vais continuer. Donc, aujourd'hui, l'âge moyen, j'allais dire, des personnes âgées en maison AGV, c'est 87 ans. Donc, on est quand même, alors, je ne sais plus si on parle de troisième, quatrième ou cinquième âge, je ne sais pas comment on peut fixer la limite, mais aujourd'hui, voilà, en tout cas, c'est des personnes âgées qui sont dépendantes, donc qui sont ce qu'on appelle GIRées dans le jargon de l'accompagnement de la dépendance, c'est-à-dire que, pour expliquer peut-être rapidement pour les personnes qui ne sont pas forcément informées du GIR, c'est-à-dire que on va pouvoir graduer le niveau de dépendance, donc ça, c'est le département qui le fait, par l'intermédiaire des assistantes sociales qui vont évaluer votre niveau de dépendance. Donc, lorsqu'on est autonome, on va être GIR 6. Et puis, au fur et à mesure que la dépendance va augmenter, on va être GIR 5, GIR 4, GIR 3, GIR 2, GIR 1. Donc, GIR 1, on va dire grabataire, pour vous donner un petit peu l'échelle. Et puis, nous, si vous voulez, on va accueillir des personnes âgées qui vont aller de GIR 4 à GIR 2. Donc, on est quand même sur un niveau de dépendance assez important. La limite, j'allais dire, de la dépendance pour la maison AGV, c'est les troubles cognitifs. Pourquoi? Parce que contrairement à un EHPAD, la maison AGV n'a pas de service actif la nuit. C'est que physiquement dans la maison, vous allez avoir quelqu'un de 7h30 le matin jusqu'à 21h le soir. Donc, dans ces horaires-là, il y aura toujours une salariée dans la maison pour accompagner la personne âgée. À partir de 21h, la particularité aussi de l'AGV, c'est qu'il y a à l'étage des appartements où nos salariés habitent. Et à partir de 21h, les salariés donc, quittent leur travail actif. Mais par contre, il y a toujours dans la maison une salariée qui est en astreinte, c'est-à-dire qui va pouvoir répondre à des appels, puisque les personnes âgées sont munies de médaillons ou de bracelets qui permettent d'appeler en cas d'urgence. Donc, physiquement, il va y avoir quelqu'un qui va se déplacer dans la maison pour pouvoir prendre en charge une urgence, j'allais dire, auprès de la personne âgée. Donc voilà, donc une personne âgée aujourd'hui autonome, quelque part, n'a pas sa place en maison AGV. Et d'ailleurs, il y a d'autres solutions aujourd'hui qui se proposent à elle, comme les résidences-services, des foyers logements, etc., donc, qui sont plutôt des solutions d'habitat. AGV est plutôt une solution de prise en charge de la dépendance. Ok, très bien, c'est clair. Sabine, donc vous êtes la responsable de la maison, la responsable de vie, la responsable de maison de Topon. Est-ce que vous pourriez nous préciser peut-être du coup quel est l'accompagnement des auxiliaires de vie que Thierry évoquait au quotidien? C'est quoi leur mission? Qu'est-ce que vous apportez aux colocataires au quotidien? Oui, alors à la colocation, des auxiliaires qui sont présentes, comme on vous a dit, de 7h30 à 20h30, sont là pour accompagner les personnes âgées à effectuer les actes de la vie courante qui ne peuvent plus faire ou qui ont du mal à faire. Donc ça peut être des toilettes, les douches, le lever, des couchers. On les accompagne pour se déplacer, on prépare les repas avec ou sans eux, ça dépend du souhait de la personne. Donc on peut les aider aussi lors du repas pour manger ou ne serait-ce que pour couper une viande. Et puis on va essayer de rompre leur isolement selon leur souhait toujours, hein, parce qu'on travaille toujours selon le souhait de la personne et ses besoins qui sont définis à son entrée avec la personne. Et on va proposer des animations l'après-midi
qui peuvent être très diverses, qui peuvent aller du jardinage au bricolage, à la promenade. Tout dépend, voilà, du temps, on s'adapte, tout dépend des personnes aussi qui sont présentes, parce qu'une personne qui peut se sentir bien un jour peut le lendemain ne pas avoir envie parce qu'elle se sent fatiguée. Aucune obligation n'est instaurée dans la maison. On fait vraiment selon au rythme de la personne et selon la personne. Euh, pour les personnes âgées, on va leur apporter une sécurité. C'est ça qu'ils viennent chercher aussi, c'est de savoir qu'il y a toujours quelqu'un, jour et nuit, qui peut répondre s'ils ont vraiment besoin de quelqu'un. On va leur apporter, on va leur permettre de se sentir chez elles. Et c'est ce que je ressens moi actuellement à Topon, c'est que voilà, elles se sont bien intégrées et elles se sentent vraiment comme à la maison. Elles peuvent recevoir leur famille comme elles veulent. Elles peuvent sortir comme elles veulent. Il n'y a pas d'obligation de venir nous dire est-ce que je peux sortir? Elles font comme chez elles. Et c'est leur apporter du soutien et du réconfort, être aussi à l'écoute, parce que certains ont besoin de présence pour ils ont envie de parler, et puis on est là et on est tenu au secret professionnel. Et j'ai envie de dire aussi, on sert de lien aussi avec les familles, parce que les familles sont sereines de nous laisser leurs parents et savent que si jamais il y a quoi que ce soit dans l'évolution, que ce soit mentale ou physique de leurs parents, on va les avertir et ensemble on va trouver des solutions. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tout bien répondu. Non, ça me paraît déjà d'être un tableau bien large et bien complet. Merci, merci Sabine. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute finalement maintenant un témoignage d'un ou plusieurs même colocataires. Récemment, AGVI a été mis en valeur dans un JT de 13h de France 2. Donc, je vous propose d'écouter le témoignage de ces colocataires directement. Steve, si tu veux bien lancer la vidéo. Je voulais vous parler aussi de cette belle initiative. Il s'agit de colocation pour seniors dans des appartements, vous allez voir, impeccables, avec des aides à domicile qui s'occupent de tout, des repas, des courses. On va découvrir tout cela avec Carole Guyon et Lou Cricorian qui sont allés dans le territoire de Belfort. Autour de la table, moyenne d'âge 88 ans. Rien ne les prédestinait à se rencontrer pourtant. Aujourd'hui, ils partagent tous leurs repas, vivent sous le même toit, en colocation. On n'est que 7. Les repas, c'est plus une pension de famille qu'une maison de retraite, plus convivial que si on était un régiment, quoi. Augustin Giordano est le seul homme de la maison. Il a quitté son sud natal il y a 6 mois pour se rapprocher de sa fille unique. C'est mieux qu'à Marseille. Hein. C'est-à-dire que je vivais tout seul et que je mangeais surtout des surgelés que je faisais passer au micro-ondes. Ici, 4 auxiliaires de vie sont salariés à temps plein. C'est vraiment nous qui gérons absolument tout. Donc ça peut être vraiment des toilettes, du ménage au repas, aux courses. Enfin, vraiment, on fait l'intégralité, les animations. Alors que dans les maisons de retraite, par exemple, on va s'occuper uniquement des soins. Est-ce que j'en remets pour les autres? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et pour faire vivre cette maison à Essert dans le territoire de Belfort, les auxiliaires de vie vivent aussi sur place, dans des logements de fonction à l'étage. Les colocataires, eux, sont installés au rez-de-chaussée, avec chacun une entrée privative sur l'extérieur. On va faire un table, je pense, lundi après-midi. Comme Jeanne Pérez, 87 ans, qui est venue vivre ici il y a 1 an. Seule dans une grande maison, elle a préféré prendre les devants avant qu'un jour, on ne décide pour elle. Je pense que c'est le plus important quand on prend une telle décision, c'est de la prendre soi-même et puis d'essayer de trouver agréable l'endroit où on est. Ça a surpris mes enfants, mais finalement, c'est très bien. Et maintenant, tout le monde me dit, t'as vraiment bien fait. Une chambre de 30 mètres carrés où elle a pu installer ses propres meubles et reçoit ses proches quand elle le souhaite. Pour sa sœur, c'était la solution idéale. On se sent sécurisé parce qu'elle a toujours quelqu'un 24 heures sur 24. Et puis, elle est bien entourée par des colocs. Coloc, c'est un mot de jeune. Et quand elle me dit toujours mes colocs, ça m'interpelle à chaque fois. Les colocs peuvent vivre à leur rythme et même
avoir leur animal de compagnie. C'était accepté, alors autrement je ne serais pas venue. Pour vivre ici, une fois les aides déduites, le reste à charge serait de 1 600 € par mois. Si les auxiliaires de vie gèrent le quotidien, certaines colocataires ont tout de même pris l'habitude de mettre la main à la pâte. On essaie encore d'être un petit peu utile. Nous mettons la table le soir pour le petit déjeuner du lendemain. Oui, comme ça le matin quand on arrive, tout est prêt. Régulièrement, des activités communes sont aussi organisées. Je vais vous distribuer une carte et ce sera comme dans un loto. Il faudra trouver l'odeur qui correspond à votre image. Vous pensez que c'est la vôtre alors? Il faut attendre. Je pense. Eh bien, on le met dessus. Pas de juger, vous l'avez sur votre carte. Ce jour-là, un loto des odeurs pour stimuler leur mémoire. Ça peut évoquer quand même pas mal de souvenirs. L'occasion surtout de partager de bons moments. Ça nous détend, on oublie nos tracas, nos soucis. Si on n'était pas ici en groupe, on serait seul chez soi. Donc c'est un bon moment de la journée, au moment où nous sommes réunis, où on peut plaisanter. 300 colocations comme celle-ci devraient s'ouvrir partout en France d'ici à 2024, contre 84 aujourd'hui. Bye bye. Voilà une belle idée pour la France. Un coup d'œil à vos quotidiens régionaux. On va pouvoir couper. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage qui résume bien aussi tous les propos qu'on a pu avoir depuis le début de cette webconférence. Je voudrais m'adresser maintenant à Annick Delceau et Nathalie Chardola, que je vous ai présentées au tout début, qui sont adjointes à la mairie de Taupont et qui accueillent une maison de Taupont depuis maintenant 3 mois. Je vais d'ailleurs vous partager quelques photos de cette maison. Annick, Nathalie, finalement, j'ai envie de vous poser la question de comment la maison AGV s'intègre-t-elle dans la vie de la commune de Taupont aujourd'hui? Donc, ce sont 2 belles structures de 8 studios. Donc, elles sont situées non loin du centre-ville, au calme, pas loin non plus des commerces, des médecins surtout et infirmières. Il y a un cabinet d'infirmières pas très loin, en milieu pavillonnaire. Il y a une école aussi, l'école publique de Taupont, qui n'est pas très loin. Enfin, c'est un lieu, je dirais, intergénérationnel, où il fait bon vivre. L'endroit est très agréable. Maintenant, c'est vrai qu'elle vient d'être terminée, elle n'est pas encore inaugurée. Il manque plus que les petites fleurs qui poussent autour, et puis voilà. Donc, on a envie. C'est vrai que je suis allée visiter cette maison. Ben, elle donne envie, voilà, pour plus tard. Est-ce que tu veux Et, quelque chose? et à Taupont, finalement, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet, dans ce concept AGV pour la commune? Qu'est-ce qui a fait que vous, commune de Taupont, vous avez voulu accueillir une maison AGV? Alors déjà, donc alors est-ce qu'on peut commencer depuis le début, c'est-à-dire comment comment les premières prises de contact se sont faites? Oui, bien sûr. Voilà, donc parce que on a un historique à rappeler, c'est que c'est notre ancien maire François Blondet, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, qui avait pris contact avec la maison AGV. Donc le maire était très proche des aînés. Et lui, comme beaucoup d'autres maires, avait constaté un vieillissement croissant de la population et une réelle carence en hébergement pour les personnes âgées. Et donc, c'est vrai que la plupart, moi j'étais vice-présidente du CCAS, donc quand on y avait pensé, on voyait bien autour de nous, la demande principale, c'était effectivement de vieillir sur sa commune et surtout de ne pas être déraciné. Il y avait aussi une lutte contre l'isolement, parce que beaucoup de personnes, nous, dans notre secteur, c'est rural, donc les gens ont souvent leurs enfants qui vivent ailleurs, en région parisienne, et ils se retrouvent tout seuls. Donc, il était nécessaire et surtout important de trouver une solution à ces demandes, et sans que cela aussi impacte trop les fonds publics, parce que notre maire, à l'époque, était très attentif à cela. Et donc, il voulait respecter la demande des aînés. Alors donc, au niveau de ce qui a pu séduire, eh bien déjà, le prix abordable pour nos aînés, puisque c'est un budget quand même qui est accessible grâce à l'APA. Les studios qui sont indépendants. En plus, les logements ont été attribués aux personnes âgées qui résidaient sur la commune. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de voir ça. Et c'est le bon compromis entre la maison de retraite,
Nous, nos seniors, donc du coup, quelques seniors donc, sont maintenant dans ces maisons à Gévy et donc elles n'ont pas quitté leur quartier. Elles sont dans leur quartier, hein. En plus, le fait que les résidents puissent apporter leur mobilier, puissent aussi avoir leurs animaux, parce que certaines vivent seules, donc elles ont leur petit chien ou leur petit chat. Donc c'est vrai que c'était très important, cela. Le fait aussi de pouvoir apporter le mobilier, donc ça permet d'être encore plus chez soi. Et puis il y a aussi autre chose, c'est la création d'emplois. Et puis que cela n'impacte pas sur les finances de la commune. Est-ce que tu veux rajouter éventuellement d'autres choses? Je pense que tu as dit Ouais. le plus gros, tout ce qu'on pense. Oui, Oui, vous c'était avez en évoqué fait la notion. finalement tout ce qu'on avait vu et ce que Monsieur Blondet avait vu à l'époque et que nous, donc, on a Ouais, c'est grâce à continué. François. Voilà. Oui, vous avez évoqué la création d'emplois parce qu'en effet, au-delà de répondre à un besoin habitat, logement de vos citoyens seniors, c'est aussi la création, puisqu'on l'a Voilà. compris, de six emplois, si je me 6 trompe emplois. pas, hein, 3 maisons, 3 auxiliaires de Voilà, vie c'est par ça. maison. Et puis un moyen aussi certainement de valoriser ces métiers, parce que je pense qu'il ne faut pas Exactement. oublier que quand on l'entend dans le témoignage, que là, c'est vraiment des métiers là où ils sont vraiment polyvalents. Ils vont pouvoir s'occuper du senior ou de l'aîné sous tous ces aspects. Et donc, ça permet aussi de revaloriser ces métiers. Donc, je pense que vous faites bien de souligner que j'imagine que c'était un Oui, c'est point aussi important. important. Et puis aussi, pas de gestion de personnel non plus et pas d'impact sur les finances de la commune. Donc, c'était quand même aussi important d'y penser, tout en sachant que ça restait à un prix abordable pour nos aînés. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, Sabine, Annick, Nathalie, donc ça fait 3 mois maintenant qu'il y a une maison à Gévy sur la commune de Taupont. Comment se déroulent ces premières semaines avec les colocataires? Est-ce que déjà le projet finalisé correspond bien à ce que vous espériez? Et puis, quel est le ressenti, vous, en tant qu'adjointe au maire, vous, Sabine, en tant que responsable de maison, et puis peut-être même des premiers retours d'expérience des colocataires, avoir un peu la vue 360, je dirais, oui. de ces débuts? Nous, on a eu quelques retours. Enfin, on a eu un retour. J'ai eu un retour par le maire qui a rencontré une famille d'une personne qui est résidente, des enfants, et qui nous ont dit, ben, on est passé lui dire un petit bonjour, mais elle a pas le temps à nous consacrer. Elle a dit, j'ai que 10 minutes. Dans 10 minutes, je suis prise pour autre chose. J'ai des occupations, donc j'ai pas le temps. Voilà, c'était ça. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire l'ambiance qui règne, hein, oui, on a rencontré Lulu. Oui, hein. Lulu, ouais, qui est sacrée vedette aussi, oui, de AGV, je pense. Donc, elle se balade beaucoup. En fin de compte, elle est contente parce qu'elle est vraiment restée dans son quartier. Donc, ça, elle est super contente. Quand elle nous voit, elle peut parler aux gens qu'elle connaît déjà. En fin de compte, elle n'est pas déracinée. Donc, je trouve que c'est vraiment important pour ces personnes âgées qui souffrent souvent de la solitude. Donc, c'est important. Lulu. Surtout Lulu, oui, qui est très communicatif et qui aime beaucoup voyager. Hein, bon, il va falloir nous dire qui est cette Lulu, Sabine, parce qu'a priori, c'est la star de la maison à Taupont, non? Alors oui, Lulu, elle est passée au JT là, il n'y a pas longtemps sur France 2. Ouais. Et du coup, c'est un peu notre rayon de soleil aussi à la colocation. C'est le pense bien. hein, c'est la meneuse de l'équipe. Voilà. Ces 3 premiers mois, vous, Sabine, alors du coup, comment ça se passe, vous, en tant que responsable de maison? C'est quoi les premiers retours des colocataires ou même des auxiliaires de vie, vos collègues? Nous, c'est vrai que j'ai la chance, je connaissais déjà, moi je travaillais en petite unité de vie, donc du coup, voilà, j'adhérais totalement au projet d'AGV. Ce qui m'a séduit le plus que par rapport à ce que j'ai connu avant, c'est que les locataires puissent avoir leur animal, qu'ils puissent être aussi en couple, ce qui peut pêcher ailleurs, souvent dans les petites unités. Et du coup, moi, l'intégration s'est fait en douceur puisque les locataires sont pas arrivés tous en même temps. Pour l'instant, j'en ai 9 et j'en ai d'autres arrivés ces prochains jours. Et du coup, le fait qu'ils arrivent en petits groupes, ça a permis de les intégrer et de bien les accueillir et les accompagner. Et là, il règne mais une ambiance du tonnerre
Ça se voit. Au repas, voilà, c'est très animé et tout le monde met la main à la pâte. Ils sont tous chez eux. Alors, il y en a qui se sont appropriés le rôle de mettre la table, d'autres le rôle, il y a une dame après le repas, elle va se mettre devant le lave-vaisselle, les autres lui amènent et c'est elle qui range dedans. Enfin, voilà. Ils sont très, très solidaires des uns des autres et c'est vrai que ça se passe super bien. Moi, j'ai été accueillie, je ne suis pas du coin du tout et j'étais super bien accueillie et on en a plus aussi. J'ai envie de dire un peu des relations d'amitié, quoi. C'est vraiment super comme ambiance. Les collègues que je ne connaissais pas non plus, on a tout de suite réussi à trouver notre organisation de travail et puis on adhère tous, voilà, on a tous les mêmes états d'esprit, donc c'est super pour avancer. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une école à côté de la maison. Vous avez souligné le côté intergénérationnel. Ça veut dire quoi? C'est que vous organisez peut-être des actions, des animations avec l'école Alors, RD? pas pour l'instant, parce que jusqu'ici, avec la Covid, voilà, à mon grand regret, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais effectivement, oui, moi, j'envisage bien de faire appel aux associations, aux écoles. Oui, on a une bibliothèque voilà. aussi. Oui, voilà, j'ai vu ça, ouais. Une bibliothèque qui peuvent se déplacer avec les livres éventuellement ou faire déplacer les colocataires. Voilà, on attendait un peu la levée des restrictions. Bien et sûr. voilà, je sais qu'on va pouvoir commencer à faire des choses. Et puis bah, nous, on a un super étang, un lac, Oui, lac, aqueduc. On lac. va bientôt prochainement organiser un goûter voilà, autour de ce lac et des activités de promenade et autres. Un des plus grands De lacs. plein air. Donc, Parfait. voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Avant de conclure et de passer peut-être aux questions, moi, je voulais redonner la parole évidemment à Thierry et à Simon. On a compris que vous partiez à la conquête de l'Ouest quand on a commencé à démarrer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, combien de maisons à Gévy allez-vous développer ces prochaines années en France et peut-être plus particulièrement en Bretagne? Donc, comme je vous disais, historiquement, donc le AGV est implanté en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous le voyez sur la carte, en fait, fin 2018, j'allais dire, on avait 33 sites ouverts en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, depuis 2018, on a commencé notre prospection au niveau national. Et vous voyez, donc là, on arrive au bout de... Parce qu'un projet, c'est quasiment 2 ans. Entre le moment où on va rencontrer la mairie, mettre en place le projet, la conception, la construction et l'ouverture, il faut quasiment 2 ans. Donc là, fin 2021, on aura 55 sites nouvellement ouverts partout en France. Alors, vous voyez que la Bretagne est quand même bien représentée dans notre développement. On a eu effectivement en Bretagne un accueil extrêmement chaleureux et une écoute extrêmement forte parce que, voilà, alors c'est peut-être lié à l'offre peut-être locale qui fait que la Bretagne était peut-être plus sensible à cet accompagnement local. Et puis, la prospection qu'on a déjà commencé partout en France, on a aujourd'hui, comme vous le voyez sur la troisième carte, quasiment 300 communes aujourd'hui qui ont déjà donné un accord de principe, c'est-à-dire qui ont le terrain et qui adhèrent en fait au projet AGV. Donc voilà, donc ça c'est, alors on va dire 2022, 2025, voilà, dans les 5 prochaines années, voilà à peu près ce qui va sortir de terre en maison AGV partout en France, quoi. Donc j'ai fait un focus bien évidemment plus particulièrement sur la Bretagne, puisque aujourd'hui on a 45 projets qui sont déjà validés. Donc la maison alors est en cours de construction ou en tout cas va sortir de terre dans les prochains mois. Et sur ces projets-là, alors pourquoi notre présence aujourd'hui à côté du Créa-École? Parce que le Créa-École est un acteur important pour nous, puisque le Créa-École finance le développement de nos maisons AGV partout en France. Donc, sur les 45 projets aujourd'hui en Bretagne qui sortiraient, à aujourd'hui, le Créa-École a déjà financé 20 de nos projets sur les 45. Donc voilà un petit peu l'importance, j'allais dire, de notre partenariat avec le Créa-École. Et puis aujourd'hui, sur toute la France, c'est 150 projets qui ont été financés par le Créa-École. Alors quand je dis financé, c'est le Créa-École est une banque, ils ne nous ont pas fait un prêt. Hein. C'est que c'est le Créa-École qui a lui-même investi dans le développement et dans l'ouverture de ces maisons. Hein. Que ça soit bien clair, ce ne soit pas le côté bancaire, mais vraiment le côté actionnaire. Actionnaire. Dire, voilà, qui est intervenu en fait dans notre développement. Quoi.
Ouais, un partenariat, je dirais, complet, à 360, là, hein. Voilà, c'est De exactement ça. l'actionnariat à l'accompagnement, au financement. On a à cœur aussi d'accompagner vos différents délégués régionaux dans la Absolument. prise de contact et la mise en relation avec nos propres réseaux, en lien aussi avec les collectivités publiques, mais pas que, parce qu'on est convaincus aussi du modèle AGEVI et de ce qu'il propose. Ce qui est compliqué, si vous voulez, pour nous, c'est que de développer un concept local au niveau national, c'est de ne pas perdre, j'allais dire, l'âme de ce qu'est les maisons AGEVI et ce qu'on souhaitait en fait pour les maisons AGEVI. Et quand on entend la mairie, quand on entend Sabine parler du projet et expliquer ce qui se passe en maison AGEVI, voilà, c'est assez réconfortant et valorisant pour nous parce que ça correspond exactement à ce qu'on souhaite pour les maisons AGEVI, quoi. Ok. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire si on est intéressé par un projet de maison AGEVI? Alors, alors ce qu'on a fait depuis 2 ans pour pouvoir répondre à toutes les demandes, c'est que nous avons des représentants locaux dans chaque région qui rencontrent les mairies et qui présentent le projet AGEVI et qui regardent l'aspect technique avec la mairie pour pouvoir lancer un projet. Donc, sur la Bretagne, c'est Gwen Saint-Léger qui s'occupe enfin, en tout cas, qui est présente pour pouvoir rencontrer les mairies. Donc, vous avez à l'écran ces coordonnées. Donc, il suffit d'appeler Gwen ou d'appeler le siège, hein, tout simplement, à Besançon. Et puis, on vous mettra en relation avec elle. Et elle se déplace auprès des mairies, dans les mairies, pour justement rencontrer les élus, pour leur expliquer le projet AGEVI en détail. Parfait, merci beaucoup. Donc, voilà. Je vois, alors n'hésitez pas si entre-temps vous avez d'autres questions parmi les participants. J'en ai une première à adresser, alors peut-être à Sabine ou Thierry et Simon. En cas de soins, qui intervient, plus précisément, qui assume la gestion des traitements médicaux et leur distribution? Alors, je vais peut-être répondre et puis je laisserai Sabine parler peut-être plus spécifiquement de la façon dont elle s'est organisée à Taupont, peut-être avec les infirmières du village, parce que chaque maison s'organise en fonction de ses besoins et des besoins des personnes âgées, des colocataires. Mais simplement pour dire, parce que c'est important de souligner ça, que cette notion de soins, elle a un peu deux volets, hein. Nous, on dit que chez AGEVI, nous prenons soin des gens. Et puis, il y a le volet plus juridique qui distingue dans la loi française le soin au sens médical du terme. Alors, les auxiliaires de vie comme Sabine prennent soin des personnes âgées. Elles n'ont pas le droit, par exemple, de faire une piqûre. Parce que ça, c'est un acte de soin médical. Donc, en fait, c'est simple. Les auxiliaires de vie prennent soin du matin au soir et du soir au matin des personnes âgées. Elles sont là aussi pour peut-être appeler le médecin, signaler telle ou telle chose à l'infirmière, ainsi de suite. Et puis, l'aspect médical est apporté dans la maison par les intervenants du village ou du quartier. Donc, le médecin traitant, le cabinet d'infirmier, le kiné, tous les intervenants qu'on connaît. Donc voilà, ça c'est le principe général. Après, peut-être Sabine, vous pourrez préciser comment ça se passe à Taupont. J'imagine que le cabinet d'infirmier, comme souvent dans les maisons AGEVI, passe pratiquement tous les jours. Oui, c'est ça, oui. Alors, nous, on détermine avec les familles. Alors, c'est une question pour les médicaments. On détermine avec les familles parce que certains locataires sont capables de gérer eux-mêmes leur semainier. Et autrement, pour les autres, effectivement, nous ne pouvons pas faire les semainiers puisque c'est un acte médical. Mais par contre, dans notre travail, nous pouvons aider à la prise aux médicaments parce que c'est un acte de la vie courante. Après, pour tout ce qui est des kinés et médecins, effectivement, s'il y a des besoins, c'est eux qui viennent. Ils viennent où les personnes âgées vont au cabinet et puis ils mettent en place les besoins spécifiques. Donc, si je comprends bien, vous êtes plus là pour coordonner Voilà, les c'est ça. acteurs du soin en extérieur, vous assurer que les demandes sont bien faites par les familles ou directement par les Oui, voilà. colocataires pour que les acteurs du soin viennent à vous, à la maison, ou éventuellement que le colocataire aille dans le centre, dans le cabinet médical en question. Ce que nous avons souhaité quand nous avons mis en place les maisons AGEVI, c'est dire que le soin, c'est quelque chose d'important. On a besoin d'un acte médical, on a besoin tous les uns les autres, quel que soit l'âge, j'ai envie de dire, d'aller un moment chez le médecin, mais il ne faut pas organiser la vie autour de ça. C'est-à-dire que nous avons organisé la maison AGEVI autour de cette vie quotidienne et se prendre soin au quotidien. Et après, on amène le médecin, l'infirmière, quand on en a besoin,
mais uniquement quand on en a besoin et on n'organise pas tout, comme ça peut être le cas par exemple à l'hôpital, autour de cette notion de prise en charge médicale. Et pour compléter ce que dit Simon, c'est que c'est aussi un point important pour nous, pour notre développement au niveau national, c'est que lorsqu'aujourd'hui on rencontre les mairies, on fait très attention de voir également si ce soin médical est déjà présent dans la commune. C'est-à-dire que pour l'implantation d'une maison AGV, aujourd'hui, on va regarder si effectivement il y a une pharmacie, s'il y a un médecin, une infirmière, en tout cas proche de la commune ou dans la commune, pour ne pas, enfin, pour pouvoir accompagner au quotidien les personnes âgées. Parce que s'il n'y a pas de médecin et qu'à chaque fois qu'il y a un problème de santé, on est obligé d'appeler le SAMU ou que la personne âgée parte à l'hôpital, c'est pas gérable au quotidien. Donc ça, c'est important aussi pour notre développement, quoi. Ok, justement en lien avec ce que tu évoques, Thierry, une autre question, c'est un petit peu la typologie des communes dans lesquelles vous vous implantez. Rurale, urbaine, périurbaine, voilà, c'est quoi à peu près la typologie? Vous pouvez aller partout où vous avez quelques prérequis. Alors, on peut aller partout, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des maisons AGV dans des communes de 500 habitants et on a aussi des maisons AGV dans des communes comme Besançon qui comptent aujourd'hui 120 000 habitants. Donc aujourd'hui, on sait s'adapter, j'allais dire, à toute typologie de communes. Le cœur de notre développement, c'est quand même des communes de 1000 à 5000 habitants. Voilà, ça c'est vraiment 90%, j'allais dire, de notre développement, c'est quand même des communes entre 1000 et 5000 habitants, avec un service de soins médicaux, donc médecins, infirmières, pharmacie. Donc voilà, ça c'est vraiment. Mais après, j'allais dire, on a déjà tout fait. J'allais dire, on a fait de la maison AGV avec du logement privatif. On a fait, par exemple, à Besançon, on a fait 3 colocations de 8 personnes âgées au rez-de-chaussée et on a fait 33 logements dans les étages. Donc on sait aussi intégrer de la maison AGV dans un collectif. On a fait des maisons AGV avec des cabinets médicaux intégrés dans la maison AGV. C'est-à-dire que la commune avait un besoin, à l'endroit où le terrain était situé, de prévoir aussi une maison médicale. Ça, on sait faire aussi. Donc, on a aussi cette force, j'allais dire, de pouvoir s'adapter aux attentes de la commune. Donc, voilà, on sait répondre aux attentes diverses qu'il pourrait y avoir, quoi. Très bien, merci. Pour qu'il n'y ait pas de regret si des derniers participants souhaitent poser une question, c'est le moment puisque nous allons arriver à la conclusion de notre moment. Et justement, il y a une question qui arrive en même temps. Alors, est-ce que AGV prépare-t-il la réorientation de la personne âgée localement, accord avec maison de retraite de la ville ou des environs, lorsque son état général n'est plus compatible avec la maison AGV? Alors ça, c'est vraiment une excellente question. Et pour le coup, on va terminer de la façon dont nous avions entamé sur la notion de parcours résidentiel. Puisque quand les personnes viennent en maison AGV, dans leur immense majorité, en totalité, elles ont un souhait, c'est pouvoir finir leur jour en maison AGV. Et nous, quelque part, c'est l'objectif que nous nous fixons. C'est-à-dire que nous faisons tout pour que la personne puisse rester jusqu'à la fin de ses jours, vivre et terminer sa vie en maison AGV. C'est malheureusement pas toujours possible parce que nous avons, comme toute structure, des limites. Thierry en parlait tout à l'heure, notamment par exemple par rapport aux personnes désorientées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a fait le choix que la maison AGV soit un espace ouvert, qui n'est pas clos, qui est intégré dans la commune. Et par exemple, le fait d'être ouvert peut poser des soucis pour les personnes désorientées. Donc concrètement, individuellement, personne par personne, notre travail, ça consiste à faire le bilan de l'évolution de la personne et peut-être, si ça se passe mal, d'anticiper avec la famille en disant votre papa ou votre maman, là, ça devient compliqué, qu'est-ce qu'on a comme solution de repli? Et toujours, c'est un travail en local, hein, puisque on sait que les gens, globalement, ont envie de rester dans leur secteur. Donc, avec parfois la maison de retraite ou l'EHPAD du secteur. Et globalement, ce qu'on constate avec 15 ans d'expérience, parce que les premières maisons en Franche-Comté, dans l'Est de la France, sont maintenant un peu anciennes, c'est que nous arrivons dans une grande majorité, pour une grande majorité des personnes, à leur permettre de finir leur jour en maison AGV, et ça répond à leurs souhaits. Et quand c'est pas possible, eh bien, on arrive en local à anticiper les choses et en faisant en sorte que ça soit le moins pénible possible pour tout le monde et le moins traumatisant à ce que la personne puisse finir son parcours résidentiel en EHPAD. Très bien. Vous voyez, les questions arrivent finalement, donc je prolonge un petit peu. J'ai une autre question et puis Nadia, n'hésitez pas à poser la vôtre par la suite à l'écrit ou à l'oral, c'est trop compliqué. Mais une autre question, les résidences AGV peuvent-ils bénéficier de l'aide sociale?
en tout cas les colocataires, les résidents, pardon, pas les résidences, les résidents AGV, les colocataires Alors là, qui bénéficiaient de l'aide sociale. ce qui est intéressant par rapport à cette question, c'est là qu'on peut voir le côté figé qu'a la réglementation dans notre pays. C'est-à-dire que nous, quelque part, avec Agiv, on a inventé un nouveau concept, une nouvelle structure. La réglementation, vous savez, elle est toujours un petit peu en retard sur la réalité. Et la loi dans notre pays, c'est tout simple, elle dit que l'aide sociale, ce n'est possible que dans ce qu'on appelle juridiquement un établissement, concrètement une maison de retraite. Donc il n'y a pas d'aide sociale en dehors des établissements. Je pense qu'un jour ça arrivera, et d'ailleurs l'État est en train d'évoluer sur ce sujet, puisque dans le cadre du soutien à l'habitat inclusif, il est en train de mettre en place des aides spécifiques pour l'habitat inclusif qui, lorsqu'elles arriveront, et on espère qu'elles arriveront à la fin de cette année, vont permettre de diminuer encore le coût. C'est-à-dire pour la personne, on a dit tout à l'heure qu'on était aux alentours de 1 500, 1 600 euros, on va peut-être arriver à 1 100, 1 200 grâce à ces aides-là. Donc aujourd'hui, sur l'aide sociale, comme d'une manière générale sur un certain nombre de dispositifs réglementaires, j'ai envie de dire aux législateurs, si certains nous écoutent, aux parlementaires, aux départements, écoutez, suivez le mouvement parce qu'il y a une telle demande sur les solutions de maintien à domicile et sur les nouvelles formes qui existent pour que la loi s'adapte et qu'elle permette de répondre à la demande des gens qui, globalement, est de rester à domicile dans leur village ou dans leur quartier, en tout cas en grande proximité. Ok. Une autre question, est-ce que AGV a déjà travaillé en partenariat avec un bailleur social? Ah, ça rejoint un petit peu la question du spectre d'implantation des maisons AGV. On ne l'a pas encore fait, mais on aimerait le faire. Alors, donc, je ne sais pas si ça répond en tout cas à la question. C'est qu'aujourd'hui, comme je disais, le cœur de cible, c'est les communes de 1000 à 5000 habitants. Il est bien évident que si demain, on s'implante dans une commune de 20 000 ou 30 000 ou 40 000 habitants, forcément, le modèle de base de la maison AGV ne correspondra pas à l'urbanisme local. Donc, bien évidemment, il faut dans ces cas-là densifier, j'allais dire, le bâtiment et on aimerait en tout cas rentrer dans le cadre du logement social, ou en tout cas, alors on en a déjà rencontré des acteurs du logement social. C'est encore pas abouti pour le moment. On est dans des discussions en disant voilà, on pourrait très bien imaginer demain un bâtiment en copropriété en faisant de la mixité entre du rez-de-chaussée avec des personnes âgées et puis du logement social dans les étages. Donc on le souhaiterait, mais voilà, on a des discussions en cours dans différentes régions avec des bailleurs sociaux, mais aujourd'hui, c'est encore pas abouti. Mais en tout cas, on le souhaiterait. Très bien. Neotoa vous propose de reprendre contact avec eux très rapidement. Donc, on saura vous mettre en relation, mais peut-être. Voilà, donc on n'hésitera pas à vous mettre en relation respectivement, puisque je m'engage à les pas de contacter. problème. Une autre question, pour l'instant la dernière. Quel est votre lien avec le conseil départemental? Y a-t-il une autorisation de fonctionnement comme les ESMS? Alors, on parle du Finistère ou on parle de toute la Bretagne parce que, Toute la Bretagne, donc Ille-et-Vilaine, Finistère, Morbihan, Côte d'Armor. Voilà. Non, mais peut-être qu'il y a une réponse Non, générale. pour le coup, la je dirais, situation sur est le la sujet. même dans les quatre, c'est-à-dire que une grande région, 4 départements, 4 autorisations différentes que nous sommes allés solliciter et que nous avons obtenues département par département. Ça, c'est la joie aussi de notre pays, c'est que les choses sont parfois un peu parcellisées. Mais donc, dans les 4 départements, AGV, quand AGV s'installe, nous avons une autorisation qui correspond à l'autorisation à accompagner, en termes de services, les personnes âgées dépendantes, puisqu'en fait, la loi dans ce pays dit qu'une personne âgée dépendante est considérée à juste titre comme une personne fragile et que donc il faut respecter un certain nombre de critères. Évidemment, nous y respectons. Et à ce jour, AGV est autorisé, bien sûr, en Bretagne, mais pas que, dans une cinquantaine de départements français qui correspondent à tout le spectre des cartes que nous vous avons montrées tout à l'heure. Ok, donc aujourd'hui, c'est le seul lien que vous avez avec les conseils départementaux, c'est l'obtention Alors, il y a de ce votre lien agrément. administratif. J'ai envie de dire, c'est pas l'essentiel parce que ça se passe sur un dossier. Et puis, il y a le lien réel, c'est-à-dire que dans chaque site d'implantation AGV, vous avez des assistantes sociales ou des équipes médico-sociales, comme on dit, du département qui vont venir évaluer la dépendance de chaque personne âgée et pour donner ou pas le droit à l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'APA, et qui permet de diminuer le coût. Donc ça, c'est vraiment un travail de terrain, et que ça soit Sabine à Topon, que ça soit partout, nous, nos responsables de maison, nos auxiliaires de vie, elles connaissent les gens du département pour faire cette évaluation sur le terrain, puisque c'est dans notre pays, on a un maillage assez fin de la chaîne médico-sociale pour, in fine,
évaluer les gens, leur apporter des allocations, répondre à leurs questions, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. Enfin, le département, pour nous, c'est un acteur, c'est un partenaire au quotidien. Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Pour l'instant, avant de conclure, est-ce que l'un d'entre vous aurait un dernier mot ou un sujet qu'on n'aurait pas pu adresser lors de cette webconférence avant de saluer et de remercier tout le monde? Peut-être simplement dire, parce que je crois que ce webinaire, il s'adresse essentiellement à des élus locaux, à des maires, que nous, ce que nous avons souhaité faire, c'est pouvoir apporter aux maires une solution entre guillemets, un peu clé en main. C'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'un élu local, il a plein de problèmes à gérer. Il a la petite enfance, il a les personnes âgées, il a la voirie, il a bientôt le feu d'artifice du 14 juillet, enfin bref, plein de soucis. Et à un moment, nous, notre travail, c'est un vrai métier. Accompagner les personnes âgées, c'est un vrai métier. Donc l'approche d'AGV, ça consiste à dire, on est capable d'apporter à la fois le financement, la gestion, l'organisation complète de la maison AGV, avec, si vous êtes intéressé en tant qu'élu local, eh ben, on regarde s'il y a un certain nombre de critères qui font que ce sera possible ou pas. Mais en tout cas, si on enclenche un projet, on peut nous assurer deux choses. La première, c'est que ça ira relativement vite. Et on peut le dire, Thierry, dans le mandat, ça peut être fait. C'est c'est sûr. Ça, c'est bien. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en termes de finances, c'est relativement modéré pour la commune, parce qu'en fin de compte, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le foncier, derrière, nous, on est capable à la fois de garantir qu'il n'y aura pas d'autres demandes vis-à-vis de la mairie, et de garantir aussi un coût qui reste raisonnable. Et j'allais dire, pour compléter Simon, l'effort à fournir par la commune, c'est, j'allais dire, une moins-value sur la vente du terrain. C'est-à-dire qu'on achète les terrains, nous, aux collectivités, pour pouvoir construire les maisons AGV, mais on demande à la mairie de faire un geste sur le prix en fait, du terrain, et en contrepartie, sont prioritaires les habitants de la commune. Donc, c'est d'amener, alors, non pas en payant AGV pour venir, mais en tout cas en minorant la valeur d'un terrain qu'elle pourrait détenir, en contrepartie d'un service public, j'allais dire, qu'on pourrait apporter en disant, ben, si demain, effectivement, une place se libère en maison AGV et que deux personnes souhaitent y entrer, ça sera la personne qui habite la commune qui sera prioritaire pour venir y habiter. Non, mais dans les communes bretonnes qui comptent, il faut avoir l'église, la salle des fêtes, l'agence du crédit agricole et la maison AGV. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, ça, c'est pour nous quand on vient. En Bretagne, il faut aussi l'esprit, quoi. Bon, allez, pour ne pas faire de frustrés ou de frustration, je vous adresse la dernière question. Quel est le rôle du CCAS dans les projets des maisons AGV? On va laisser répondre nos amis de la commune. Ouais. Quel rôle a occupé le CCAS au sein de Topon autour de ce projet? Pas énormément en fin de compte, parce que comme on vous a dit au début, c'est quand même le maire, M. François Blondet, qui était vraiment qui était acteur en fin de compte, ancien pharmacien de la commune en plus. Il était très proche des personnes âgées et ça lui tenait à cœur en fin de compte d'ouvrir vraiment une maison pour voir vieillir des gens de la commune, quoi, en fait. Donc le CCAS aussi, je ne sais pas, après tu étais au CCAS, toi Annick, à l'époque. Alors nous, le CCAS, en fait, c'est un petit CCAS. Il y a le CCAS à Ploërmel Communauté, parce que je suis conseillère communautaire, et il y a le CCAS de la commune de Topon. Donc le CCAS de la commune de Topon, il organise plus les repas des aînés, les distributions de cadeaux. Donc effectivement, la maison de cadeaux de colis de fin d'année. Donc, la maison AGV va être concernée, bien sûr, par cela. Donc, à voir avec le nouveau vice-président du CCAS qui n'a pas pu venir. Donc, mais voilà. de manière générale, peut-être, est-ce que le CCAS pourrait avoir un rôle dans ces projets-là? Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça pourrait Je pense que c'est plus de l'autorité du maire, je dirais. Pour les petites communes, notre commune, elle a 2300 habitants, donc ça a été plus fait sous l'autorité du maire et qu'il a après transmis au niveau du conseil municipal. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous de votre présence, vous les participants, vous les intervenants. On est très heureux avec le Crédit Agricole en Bretagne d'avoir permis ce moment de rencontre et d'échange. On n'hésitera pas à envoyer à toutes les personnes qui s'étaient inscrites
le support de présentation ainsi que les contacts et coordonnées afin de faciliter les mises en relation. Et puis, au plaisir de vous revoir peut-être autour d'une maison AGV de notre territoire. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.